Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel entretien sur C'est plus que du sport. J'ai la chance de recevoir Patrick Guillou, ancien joueur professionnel, aujourd'hui l'un de ses consultants phares de beIN Sport depuis maintenant 7 ans. Comment ça va Patrick? Ça va, parfait, comme un dimanche après-midi. Comme un dimanche après-midi. Patrick, tu as commencé ta carrière à la fin des années 80 du côté de l'Allemagne. Mais d'abord, j'aimerais savoir comment tout a commencé pour toi dans le football. Quel était ton premier souvenir lié au football? Le premier souvenir impactant, c'est la Coupe du Monde 78 en Argentine, Ouais. avec la France qui fait son premier match. Et tout de suite, pour l'entrée en compétition, la première défaite de l'équipe de France après avoir mené au score, c'était contre l'Italie. Et des gens, puisque mes parents travaillaient en Allemagne, des gens de la garnison, mes parents travaillaient pour l'armée française en Allemagne, Ouais. qui étaient venus voir le match et qui pleuraient ensuite à la fin du match sur le balcon. Et j'avais toujours trouvé ça très impactant de voir des militaires pleurer pour un match de foot. Et voilà mes premiers vrais souvenirs. Et donc, comme j'ai dit, tu commences ta carrière en Allemagne, à Fribourg puis à Bochum, avant d'arriver en France. Est-ce que tu as eu des difficultés pour trouver ta place en tant que Français à cette époque-là en RFA, même si tu es né là-bas, ou ça s'est fait naturellement? Ouais, c'est trop réducteur de tirer ce raccourci. Parce que je suis né en Allemagne, ma mère est allemande, c'est ma langue maternelle. Et donc, pour moi, c'est plutôt l'inverse. Ça a été plus difficile pour moi quand je suis arrivé en France à 23 ans. Ok. Parce que c'était la première fois que je venais vivre en France. Sinon, j'ai toujours habité en Allemagne. J'ai habité aussi en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et donc, du coup, ma mère m'a toujours donné une éducation où il fallait s'intégrer. Et puis, il fallait pas avoir peur de ce que l'on ne connaît pas. Pas avoir peur de l'étranger, pas avoir peur de la différence. Et donc, j'ai été éduqué et j'ai grandi grâce aussi à ces moments de partage avec le foot, avec aussi différentes cultures, avec aussi différentes religions. Et donc, du coup, j'ai toujours considéré dans mon parcours personnel comme la personne un enrichissement. J'ai jamais eu de frontières, j'ai jamais eu de limites, j'ai jamais eu de crainte, j'ai jamais eu de peur. J'ai toujours pensé, depuis toujours, que la personne qui était à mes côtés pouvait m'apporter quelque chose sur ma vie d'homme de tous les jours. Et pour le peu de personnes qui ne le sauraient pas, tu es supporter des Verts de Saint-Étienne. Et j'ai lu que cette passion vient de l'époque où tu étais à Bochum. Tu faisais des allers-retours entre Bochum et Saint-Étienne pour aller supporter les Verts. Alors, c'est un peu différent. Ouais. Alors, j'étais pro à Bochum, quelques matchs pour supporter l'AS Saint-Étienne. Mais c'est surtout quand j'étais à Fribourg où je faisais beaucoup de déplacements à Saint-Étienne parce que, comme je le disais tout à l'heure, on était dans une garnison. C'est à l'époque de la RDA et de la RFA. C'est avant la chute du mur de Berlin. C'est l'armée française qui était autour des frontières pour assurer la paix en Allemagne. C'est un autre contexte qu'aujourd'hui. Des militaires aussi qui venaient de Roanne et de la région de Saint-Étienne, Okay. qui étaient dans la même garnison que ma mère, qui étaient dans le même bloc que là où on habitait et qui avaient depuis toujours cette ferveur verte. Et ils m'ont amené petit à petit à venir voir des matchs au départ dans les villes autour de Fribourg, à savoir Metz, Strasbourg, Mulhouse qui jouait à l'époque en Ligue 1, en première division, à Sochaux. Donc dès qu'il y avait un déplacement dans l'est de la France, on y allait toujours. Après, on allait sur les gros matchs de Saint-Étienne à Geoffroy Guichard, on se déplaçait depuis Fribourg. Et après, par rapport à Bochum, c'était plus dissipé, c'était moins fréquent. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, moins fréquent que quand j'étais surtout à Fribourg. Et vraiment cette culture, cette ferveur, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, le peuple vert, la ferveur, tout ce que voilà. Et la chance que j'ai eue, c'est d'avoir joué vraiment une mi-temps dans chaque camp, à la fois d'abord supporter, ultra, inconditionnel, et ensuite joueur de foot, et de fouler Geoffroy Guichard, et d'avoir en plus, à la fin, le brassard de capitaine. Et bien justement, transition. À l'été 93, tu rejoins la France. Tu signes d'abord à Rennes où tu passes une saison. Tu fais 2 saisons pleines du côté de Châteauroux et enfin une au Red Star. Et à l'été 97, tu rejoins ton club de cœur, la SSE, qui est en 2e division à ce moment-là. Ça a dû être déjà une consécration pour toi. Oui, c'est une certitude. Le choix de mes clubs a été quelquefois dicté par le cœur, par l'affect. Dans mon esprit, j'ai jamais voulu jouer en dessous de Valence pour tout un tas de raisons, parce que je trouvais que la mentalité du Sud et l'exigence qu'il peut y avoir dans le Sud ne me correspondaient pas forcément, même si je suis capable de m'adapter toujours, mais c'est un peu différent au niveau du professionnalisme, surtout quand tu as été éduqué à la rigueur allemande.
Ensuite, Rennes, c'est de l'affect parce que mon grand-père est breton. Ok. Donc, le petit clin d'œil était vraiment très sympathique. Le fait d'avoir signé à Châteauroux, ça a été presque sur un coup inattendu, parce que je devais signer ailleurs, c'était presque finalisé ailleurs. Et puis Michel Denisot et Patrick Trottignon m'appellent et réussissent à me convaincre. J'étais sur ma route de vacances. Et puis il me dit, viens faire un crochet par Châteauroux. Alors un crochet par Châteauroux, c'est une ville de passage, hein, Ouais. c'est quand même assez difficile. Il ne faut pas que ça soit non plus trop réducteur. Derrière deux années magnifiques, le Red Star, ça se passe moins bien pour moi humainement parce que je ne suis pas prêt à vivre dans une très grande ville. Ouais. J'étouffe, très rapidement j'étouffe. Et ensuite, Saint-Étienne, c'est extraordinaire. Le go-between entre le Red Star et Saint-Étienne, c'est Pierre Epellini, qui était entraîneur à l'époque des deux clubs, qui reforme le binôme avec Robert Herbin à Saint-Étienne. Et là, je me retrouve vraiment dans ce que j'aime, à savoir vivre, parce que très rarement, je vivais dans le centre-ville des clubs dans lesquels j'évoluais. J'avais une vraie coupure. J'allais plutôt entre 30 et 50 km autour du lieu d'entraînement pour pouvoir couper. Et puis à Saint-Étienne, mes premières années, je vis dans un chalet à la montagne et voilà, j'ai 40 minutes de route pour venir chaque matin à l'entraînement. Et c'est génial parce que j'ai quelque chose qui me ressemble, notamment au niveau de la nature, la pêche, un peu la chasse, un peu ce qui fait les vies dans les villages, les champignons, tout ce qui m'a suivi tout au long de ma carrière. Quelquefois on s'en est moqué, mais je pense que c'est ce que je suis. Donc, je ne le revendique pas, mais j'aime ce que je suis au niveau du contact avec la nature. Aujourd'hui, dans mon choix de vie, c'est la même chose. C'est le choix de l'eau, le monde du silence. Et je préfère largement plonger 1h30 et de voir des paysages formidables sous l'eau que de discuter et avoir des discussions qui n'ont pas de sens pendant des heures. Ouais, je comprends. Et après une première saison difficile, vous êtes sacré champion de France de deuxième division en 1999. Et tu diras toi-même, nous n'étions pas forcément les meilleurs amis du monde, mais nous avions un objectif commun, redonner à Saint-Étienne ses lettres de noblesse. Je trouve ces paroles extraordinaires. Et parce que ça correspond exactement à la vérité. C'est-à-dire qu'on sortait d'une année très très compliquée où on se sauve de la descente en nationale grâce à un but de Réginald Ray dans un match qui était Le Mans contre Cuiseaux-Louan et qui égalise à 8 minutes de la fin, je crois, quelque chose comme ça, un partout. Et nous, on joue notre dernier match à Lille qui monte en première division. Et nous, en cas de défaite et de mauvais résultats entre le match Le Mans-Cuiseaux-Louan, on est condamné au national. On connaît une saison très très compliquée pour tout un tas de raisons. Je connais 3 présidents au cours de la même année. Ah oui. On est aux portes du dépôt de bilan. On a des résultats catastrophiques. On gagne notre premier match contre Caen au bout de la 12e ou 13e journée. On traîne notre début de saison comme un boulet. On a un stade qui est en construction pour la Coupe du Monde. Il n'y a pas d'ambiance. Il y a 5000 irréductibles qui viennent au stade Geoffroy Guichard qui mettent des banderoles assassines, qui sont terribles, moqueurs d'une moquerie sans nom. Et puis le groupe, le noyau dur, qui passe par ces moments difficiles, reste. Les nouveaux dirigeants, Alain Bompard, Gérard Soler, décident d'écrémer un petit peu et surtout d'aller recruter des joueurs qui ont l'habitude de jouer en Ligue 2, qui sont très expérimentés, qui ont des caractères forts. Et donc, du coup, par rapport à ça, c'est qu'on était, grâce à Robert Nouzaret et le rapport de confiance, dans un mode du vestiaire quasiment d'autogestion, puisqu'on était tous autour des trentenaires, 27, 28 ans, même qu'il y en a d'autres qui avaient autour de 30 ans. Chacun avait son caractère, chacun avait sa carrière, chacun avait... Voilà. Donc, on n'allait pas tous forcément ensemble au même restaurant le soir. Par contre, dès qu'on portait le maillot de la Saint-Étienne, c'est comme si on était... impliqué ou on était en mission. On n'avait qu'une volonté, c'est de faire monter le club en fin de saison. Et on a connu, alors qu'on avait connu 13 matchs sans victoire ou 12 matchs sans victoire, une série de plus de quasiment 20 matchs sans défaite. Et avec toute la dynamique qui se crée, 100 000 personnes en 3 matchs la même semaine à Geoffroy Guichard et tout l'engouement qu'on connaît autour de Saint-Étienne. Et redonner cette fierté au club, parce que c'est un club qui incontestablement est de Ligue 1 ou de première division par rapport à son histoire, par rapport à son palmarès, par rapport à beaucoup de choses, pas par rapport aux structures, pas par rapport à tout ça, mais par rapport à ce qu'il a, comment il a impacté le football français. Saint-Étienne se doit de jouer dans un premier temps chaque année en Ligue 1 et ensuite retrouver aussi sportivement ses lettres de noblesse en étant au moins à chaque fois en Coupe européenne chaque fin de saison.
C'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles de deux choses. Tu parles des supporters qui peuvent mettre une ambiance extraordinaire, mais qui en même temps sont très durs parce qu'ils ont des attentes d'un club comme Saint-Étienne. C'est normal, qui avait connu déjà à cette époque-là un passé glorieux. Et en même temps, tu dis, on était tous dans le vestiaire, on avait des grosses gueules, on savait ce qu'on voulait, on n'était pas les meilleurs amis, mais on était là pour un objectif commun. Et c'est un peu l'émulsion de tout ça qui fait Club Saint-Étienne. Oui, alors l'ADN du club repose quand même sur des valeurs fortes. À chaque fois, il ne faut pas que ça soit trop stéréotypé, trop cliché, mais il faut savoir dans quelle région on vit. Et il faut savoir que la solidarité est un grand mot à Saint-Étienne et que on est investi. Malheureusement, avec tout ce qui se passe actuellement, le club de l'AS Saint-Étienne reste le poumon, le cœur de la ville. Et c'est impressionnant comment, encore une fois, c'est impactant les résultats ou les mauvais résultats d'un club comme à l'AS Saint-Étienne. On est plutôt aussi comme Châteauroux, une ville de passage. Les gens viennent de l'ouest pour aller sur la Côte d'Azur ou viennent aller chercher le soleil autour du bassin de Montpellier. Les gens s'arrêtent très rarement à Saint-Étienne. Derrière, avec les crises successives, Manu France, Giat Industrie, un peu la crise aussi avec Casino, ça a tout de suite des répercussions assez conséquentes sur le monde économique à Saint-Étienne et sur l'environnement et sur le bassin de population. Surtout que aujourd'hui, quand vous implantez une entreprise et que vous voyez la zone de chalandise, elle est plus grosse et plus conséquente sur la région lyonnaise. Donc du coup, tu es entre deux grandes villes, entre Clermont et Lyon, et tu cherches un petit peu ta place. Et le football avait permis de véhiculer des images très très positives sur la ville de l'AS Saint-Étienne et de voir parfois et d'avoir surtout parfois un regard différent. Quand tu as la chance d'être footballeur professionnel à Saint-Étienne, c'est quelque chose de unique. Je ne l'ai pas reconnu, cet engouement, cette gentillesse des gens dans un autre club. C'est vraiment très singulier, Saint-Étienne. On vous pardonne tout à partir du moment où vous donnez tout ce que vous avez au niveau de votre cœur, vos tripes. C'est encore une fois trop réducteur parce que ça demande autre chose, le football professionnel, que le cœur et les tripes. Mais c'est le minimum syndical d'offrir ça au public, de s'arracher. Et ensuite, comme c'est un public exigeant par le passé, c'est surtout un public de connaisseurs. C'est-à-dire, on remarque tout de suite les gens qui trichent. Et ça, à Saint-Étienne, ça passe pas. Et après, grâce à Christophe Galtier et son escouade, le fait d'avoir gagné une Coupe de la Ligue, ça a permis d'avoir une nouvelle ligne au palmarès glorieux de Saint-Étienne, parce que ça fait longtemps que Saint-Étienne n'avait plus gagné. Le dernier titre de champion de France, c'est 81. De réinscrire un peu une ligne, c'est important. On peut me parler des coupes Gambardella, mais ça reste du football de gamin, ça reste pas du football adulte. Voilà, c'est important. C'est important d'avoir des épopées européennes. Et surtout, le club comme Saint-Étienne, c'est cette particularité aussi, c'est un club transgénérationnel. C'est-à-dire que, un peu comme en Allemagne, à Dortmund, surtout à Schalke, vous avez le petit-fils, le papa et le grand-père qui viennent en même temps au stade. Et si vous avez de la chance, vous avez peut-être même 4 générations parce que la femme qui vient au stade ou la maman qui vient au stade pousse le gamin dans la poussette de Schalke, au merchandising, aux couleurs. Voilà, on baigne dans cette culture-là. Mais pour toutes ces générations, c'est important aussi de vivre ses propres épopées. Quand le dimanche, vous venez à Saint-Étienne et que pendant très longtemps, on a entendu les épopées des glorieux anciens, parce que ceux qui ont fait l'histoire, c'est ceux de la génération 76. Et qu'on vous parle de Kiev, qu'on vous parle de tous ces renversements de situation, de cette finale perdue face au Bayern, c'était très important aussi que la nouvelle génération de joueurs qui est arrivée marque de son empreinte l'histoire européenne du club. Pour que justement les supporters qui avaient 13, 14 ans, ceux qui se forgent leurs souvenirs, connaissent aussi des déplacements intéressants comme les frustrations à Bâle, comme les matchs face au Werder, comme les matchs européens de très très haut niveau. Et donc ça a relancé ensuite cette dynamique, parce que Saint-Étienne c'est très simple, ça couve, et on a pu le voir l'année dernière en Ligue 2. Pendant longtemps, tu avais 15 000, 20 000 au stade. C'est un noyau dur. Les 20 000, vous les aurez toujours. Et ensuite viennent se greffer les gens qui viennent de partout. Parce que contrairement à Marseille, où c'est très implanté localement et la région,
même s'il y a quelques groupes de supporters à travers la France. Lens, c'est aussi la plupart du temps le Nord. Saint-Étienne, c'est à travers toute la France. Et Dom-Tom, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des groupes de supporters de la Réunion, de la Martinique, qui viennent voir de temps en temps un match à Saint-Étienne. Tu as les supporters de Limoges, tu as les supporters de toute la France. Donc c'était important de se créer cette nouvelle dynamique. Et vous voyez, la fin d'année, tous les matchs étaient à guichet fermé. Il y avait 40 000 au stade. L'ambiance, elle est toujours extraordinaire. Mais comme c'est un public de connaisseurs, comme c'est un public qui vient en nombre, de temps en temps, quand c'est pas forcément la performance qui compte à Saint-Étienne, c'est aussi l'implication. Et quand les joueurs lâchent trop alors que les groupes de supporters ne lâchent absolument pas, là la fracture elle est conséquente, comme ce qu'on a pu voir cette année à Nice, à mi-temps à 6-0, ils plient les Gaules et tout le monde part, parce qu'à un moment donné, à Saint-Étienne, ce sont jamais les joueurs qui sont importants. Saint-Étienne, c'est vraiment le club identifié par une couleur. Et peu importe, que ce soit en 4e, 5e ou 6e division ou en première division, les 20 000 seront toujours là. Mais c'est drôle parce que mon média s'appelle C'est plus que du sport. Et là, j'ai l'impression que Saint-Étienne, c'est plus qu'un club. C'est beaucoup plus qu'un club. Alors, on va pas prendre cette phrase qu'à Barcelone, mais c'est quelque chose de vraiment particulier. Je vais pas reprendre la phrase de Danny Boone dans les Ch'tis, mais à Saint-Étienne, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que quand tu viens à Saint-Étienne, tu arrives en pleurant, parce que tu dis, qu'est-ce que je vais foutre dans ce trou perdu? Et quand tu pars, tu te dis, mais on m'a donné tellement d'amour, on m'a donné tellement d'émotions fortes, dans un sens comme dans l'autre. C'est quelque chose de particulier. Là, vous avez vu... la préparation du derby, 3000 ou 3500 à l'entraînement qui est ouvert. C'est un club populaire, c'est un club qui doit garder ce côté ouvert. Aujourd'hui, on met quasiment tous les clubs dans des bunkers. Les retraités ne peuvent plus aller voir les séances d'entraînement, des séances à huis clos, parce qu'on est persuadé qu'il y a, et ça arrive, que des espions, entre guillemets, viennent pour voir les séances d'entraînement, pour voir quel va être le 11, comment ça va être préparé tactiquement. Mais Saint-Étienne, ça t'apporte tellement. Et ça... Aujourd'hui, la responsabilité des joueurs de foot, c'est de faire comprendre que dans un contexte qui est difficile, les supporters qui viennent au stade doivent mettre... Pardon, c'est un peu trivial, mais doivent mettre leur cerveau et leurs soucis de côté pendant 90 minutes. C'est cette responsabilité qu'on a, les joueurs de foot. Et si les entraîneurs, si les clubs de foot, si les joueurs ne prennent pas conscience que pendant 90 minutes, c'est peut-être con ce que je suis en train de dire, mais pendant 90 minutes, ça doit être la fête, ça doit être quelque chose où je ne pense plus mes problèmes d'école pour mes enfants, mes problèmes financiers pour payer les fins du mois, pour payer mes factures, d'avoir cette parenthèse enchantée. Et c'est ce devoir-là qu'ont les joueurs du football moderne aujourd'hui, c'est d'offrir du spectacle, offrir de tout donner sur un terrain et bien sûr s'il y a les victoires au bout c'est fantastique, mais ils ont ce devoir-là. En tout cas c'est ce que je pense dans l'évolution du football moderne aujourd'hui. Moi je suis marocain et je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis là, parce que aussi que ce soit le foot de club ou le foot de sélection, d'abord on donne tout, et si le joueur a tout donné, on lui pardonnera tout après. On pardonnera toujours tout à ceux, ou alors je vais le faire diversement, on pardonnera jamais rien aux tricheurs. Et donc à un moment donné, les joueurs, les comportements, les excès d'individualisme sont tout de suite identifiés. Et aujourd'hui, ça va tellement vite que c'est très difficile ensuite de renverser la tendance. C'est-à-dire que quand tu as un public et un joueur dans le nez, une fois qu'il l'a pris par rapport au langage corporel, par rapport à ce qu'il dégage, par rapport à son implication, par rapport aux gestes, ce sont des gestes. Tu réussis pas ta passe, je me tourne vers le public et je me dis ou j'avais un gardien de but qui prend une cagette et qui va pointer du doigt le défenseur. Vous savez, moi je suis très très attaché à ce genre de petits détails parce que ça montre exactement la personnalité de chaque joueur. Et pour revenir sur ta carrière pro, comment ça se passe la transition entre la Ligue 2 et la Ligue 1 ? Parce qu'on sait parfois qu'il y a une espèce de plafond de verre et c'est compliqué des fois de surpasser cette... Clairement, moi je l'ai pas franchi ce plafond de verre parce qu'il me manquait quelque chose. Dans mon parcours initiatique de footballeur, j'ai pas fait de centre de formation, j'ai pas fait d'école de foot. J'ai appris en Allemagne le foot, mais en dehors de mes heures scolaires, et c'était un complément à mon épanouissement ou à mon chemin de vie. C'était pas un but de devenir footballeur professionnel. Moi, j'avais la motivation et je me suis donné les moyens pour devenir footballeur professionnel. Mais quelque part, t'es rattrapé par la patrouille. Quand il te manque quelque chose au plus haut niveau, il y a très peu qui franchissent encore une fois ce plafond de verre en disant ce que j'ai pas appris très jeune,
ma carrière que je réussis à avoir en étant à quasiment 30 ans joueur de Ligue 1, à un moment donné, l'expérience de Ligue 1, tu ne l'as pas et tu ne peux pas l'acquérir. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, les joueurs de foot, dans leur préparation, dans l'approche mentale, dans la technique, dans la tactique, dans le domaine athlétique, ils sont tous formés pareil. Il y a le talent qui fait ensuite la différence des différents joueurs des uns ou des autres. Mais à partir du moment où tactiquement, tu n'as pas les bases, à partir du moment où techniquement, tu n'as pas tous les bases, même si tu as un gros cœur, tu vas être vite limité parce que ton plafond de verre te sera mis sans miroir déformant devant le visage. Donc moi, j'ai fait 3 montées de Ligue 1 en Ligue 2, de Ligue 2 en Ligue 1. J'ai joué quelques matchs en Ligue 1, mais force est de constater que c'est qu'à un moment donné, j'avais des lacunes et elles étaient immédiatement exploitées par l'adversaire. Et là où ma force était de ramener les troupes ou d'avoir du cœur en Ligue 2, c'est suffisant. Ça ne permet pas de franchir le cap supplémentaire pour la Ligue 1, mais, parce que c'est l'évolution aussi qui veut ça, même si tu arrives à être un très bon joueur de Ligue 1, ça ne veut pas dire non plus que tu es un très bon joueur de foot au niveau international. C'est-à-dire que le gap entre la Ligue 2 et la Ligue 1, il est aussi conséquent qu'entre un très bon joueur qui atteint le haut de la pyramide nationale que le joueur qui joue régulièrement tous les 3 jours la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, la Copa, peu importe la compétition, la CAN ou un championnat d'Europe. Ne pas penser, même si c'est un très bon niveau, qu'un bon joueur de Ligue 1 représente forcément le football à l'échelle internationale. Et c'est là où, quand j'écris sur Saint-Étienne, c'est là où, quand je fais mes commentaires, les supporters ne comprennent pas forcément là où je veux les amener. C'est certainement une erreur du messager, donc de moi, parce que la réception, elle n'est pas bonne. Mais aujourd'hui, j'ai vu tellement de matchs. En gros, la carrière que j'aurais souhaitée, je l'ai vue par procuration grâce aux médias. Grâce, dans un premier temps, à Canal pendant 12 ans, grâce à Bein maintenant. Je continue de vivre de ma passion, mais je vois surtout rétroactivement ce qui m'a manqué pour devenir éventuellement un très bon joueur de Ligue 1. Et donc ça, et j'ai le recul nécessaire, c'est encore une fois une analyse très, très personnelle, mais j'espère la plus honnête intellectuellement, non déformante, ce qui me permet d'avoir toujours cette liberté-là, de dire que ça ne correspond pas au football que j'imagine. Et après une pige en Écosse, tu rejoins Sochaux, et tu remportes pour la 2e fois en 3 ans le championnat de Ligue 2. Et après Sochaux, Saint-Étienne est éclaboussé par l'affaire des faux passeports. Et donc, ils sont à la recherche d'un défenseur expérimenté. Ils te rappellent, et à ce moment-là, tu n'hésites pas à retourner là-bas. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Je suis un peu protégé parce que je vais m'éclipser, que je fais la montée avec Jean Fernandez, avec Jean-Claude Plessis, avec Sochaux. C'est Bernard Gingini qui vient me chercher. Aussi avec l'aide de Gérard Soler, parce que j'ai des prises de tête qui sont quand même connues et conséquentes avec Robert Nouzaré. Et donc, du coup, alors que j'ai un contrat de reconversion à Saint-Étienne, je m'éclipse sportivement à Sochaux, où je vis une année et demie extraordinaire. Et je fais beaucoup de matchs, ou quelques matchs le début de saison, avec Jean Fernandez à Sochaux. Après, comme je disais tout à l'heure, on voit que je ne franchis pas le cap en Ligue 1 avec Saint-Étienne. Je revis la même chose avec Sochaux. Et même si je fais les matchs, je joue à Monaco, on gagne à Monaco. Je crois qu'on fait un match nul contre Rennes, ou je ne sais plus, je fais 2-3 matchs au Parc. On joue au Parc contre le PSG, on perd 2-1. Là, voilà, je rentre quelques minutes. Je vois que je vais connaître la même saison post-montée que je vais vivre à Saint-Étienne. Sauf que j'ai 30 ans et j'ai envie de jouer au foot. Ouais. Donc Saint-Étienne redescend à cause des faux passeports. Et puis c'est Jean-Louis Desjoyaux qui a son siège social des piscines à Saint-Étienne qui fait en sorte que je revienne grâce à Alain Bompard. Tout le monde ne me souhaitait pas forcément, souhaitait pas mon retour parce que je canalisais beaucoup d'énergie positive autour de moi et que ça rendait les choses un peu plus compliquées au niveau de la jalousie et des égos des personnes. Donc du coup, je redescends, je me blesse très rapidement, assez gravement. Je me fais une dislocation du mollet qui me met sur la touche pendant plusieurs mois. Mais voilà, je reviens, je signe un 15 août, le jour d'anniversaire de ma deuxième fille.
un symbole. Voilà. Et puis voilà, sincèrement, je vais pas faire du misérabilisme, mais je gagne beaucoup moins d'argent qu'à Sochaux, mais je vis là où je suis bien. Ouais. Donc, et dans le club que j'aime par-dessus tout. Donc, du coup, je m'y retrouve. Après, à Saint-Étienne, l'histoire finira un petit peu en queue de poisson, mais parce que j'ai toujours eu un caractère fort, beaucoup de tempérament, et surtout, j'ai toujours gardé dans toute ma carrière deux choses qui m'ont servi de béquille. C'est mon libre arbitre et ma liberté. Donc forcément, dans un milieu, même aujourd'hui encore, qui est très stéréotypé, très cadenassé, où on te met dans des tiroirs, à partir du moment où on essaie de me convaincre par la force et par des excès autoritaires, forcément avec moi ça va pas passer. Et donc à chaque fois que j'ai eu tout au long de ma carrière des problèmes avec des présidents ou avec des entraîneurs, c'est parce qu'il y avait un rapport de force qui s'était installé, parce que c'était au niveau du pouvoir très descendant. Voilà, alors que moi j'ai jamais eu de problème avec des entraîneurs qui discutaient avec moi. Donc du coup ça finit comme ça à Saint-Étienne, mais j'ai tellement reçu d'amour. Encore aujourd'hui, je peux me déplacer à Geoffroy Guichard et voilà, on me jettera pas des seaux d'eau sur la tête. Oui. Donc dans chaque club où j'ai été, on m'a reconnu pour ce que j'ai apporté, parce que le même investissement, je l'ai eu dans tous les clubs, et qu'aujourd'hui c'est cette fierté-là que j'ai, mais voilà, j'ai pas de regret. Le regret, non. Je pense que par rapport au club, parce que j'ai fait quand même des gros clubs, Saint-Étienne, Rennes, Sochaux, même le Red Star, j'ai tiré la quintessence. Moi, je suis allé au bout de mon plafond de verre. Il y a des joueurs qui, par rapport à leur talent, vont te dire ils ont des regrets. Moi, j'ai aucun regret. Moi, j'ai été là au summum. Moi, j'étais pied au plancher. Voilà, j'ai surperformé quand il fallait. Et j'ai eu, voilà, quand tu fais 300 matchs en pro, tu as quand même une carrière honorable. Bah oui. Mais voilà, je suis allé au summum de ce que je pouvais aller. Moi, j'ai rien laissé de côté. J'ai pas de regrets à avoir. Après 2 saisons à Saint-Étienne et une pige à Rouen, tu prends ta retraite en 2005. Et après quelques années, ton nom est soufflé à Michel Denisot, qui est alors à Canal+, que tu avais connu à Châteauroux, comme tu l'as dit, pour devenir Monsieur Bundesliga de la chaîne cryptée. Est-ce que tu avais pensé pendant ta carrière à une reconversion dans les médias ? Alors, non. Non, parce que j'ai fait beaucoup d'études avant ma carrière, pendant ma carrière, juste avant ma retraite et après ma carrière. Je parle plusieurs langues couramment. Ouais. J'ai une licence TAPS, j'ai une maîtrise de droit et d'économie, j'ai un bac +5 en marketing. J'ai quand même fait pas mal d'études, une maîtrise de droit et d'économie. Bref, j'ai un doc d'allemand. Ouais. Alors, je me suis toujours facilité les choses. À Fribourg, quand je suis semi-pro, je fais la fac de sport parce que avec mes entraînements, ça correspond bien, ça marche bien. Et donc, voilà, quand j'arrive à Rennes et que je fais mon doc d'allemand, c'est parce que ma langue maternelle est allemand. Donc, j'ai toujours... Mais c'était toujours le souhait de ma mère. Elle voulait que je passe mon bac. On ne peut pas tout avoir. Oui. Alors que même si d'autres disciplines sont capables de faire 2 formations en même temps, voilà, ma mère voulait que j'ai mon bac, elle voulait que je fasse des études, et j'ai tout fait avant de me consacrer à ma carrière sportive. Mais comme je savais, dans la même phrase, mettre en place un sujet, un verbe, un complément, même si j'étais en forme, faire 2 compléments, j'étais plutôt un bon client pour les médias. Ouais. Donc post-match, je disais les choses telles que je les voyais sur le terrain. Donc, on n'était pas dans la surmédiatisation des punchlines ou d'une crotte de moineau, t'en fais une merde d'éléphant. Et donc, du coup, j'avais un esprit libre. Quand on n'était pas bon, t'avais perdu 3-0, tu pouvais dire c'est la chance du poteau, c'est la malchance du poteau, l'arbitre, tout ce que tu veux. Mais quand tu prends 3-0, c'est que t'as pris une pipe. Donc, devant les médias, j'allais analyser avec franchise aussi mes propres performances. Je me cachais pas derrière mon petit doigt, parce que ça arrive aussi, de pointer les autres du doigt. Et ensuite, les prestations collectives. La difficulté, justement, c'est que quand tu es franc du collier, quelquefois, tu marches sur les pieds de ton entraîneur, qui peut mal le prendre. Mais bon, bref, ça, je l'ai assumé. Et donc, ensuite, ça se passe différemment. Pour garder le fil rouge, c'est que je suis à Rouen, je fais mon bac +5 en marketing. Jean-Guy Wallem est entraîneur à Rouen. Ouais. Et me dit, Pat, est-ce que tu veux, on s'était connus à Saint-Étienne, est-ce que tu veux faire une pige, je suis entraîneur, est-ce que tu veux jouer? Je dis, Jean-Guy, ça fait 1 an que j'ai pas joué,
jouer en 3e division, j'ai jamais connu ce niveau-là. Je suis à la fac, j'ai dit bon, il faut que ça soit, il faut que ça aille, les deux collent quoi. Puis finalement, je signe à Rouen. Jean-Guy est viré assez rapidement. Jean-Guy rebondit à Canal dans les médias et commente la Bundesliga. Et moi, je continue à faire ma formation à Rouen, à Mont-Saint-Aignan là. Et Jean-Guy accepte un poste d'entraîneur en Belgique. Et donc, le poste est vacant. Et en partant, Michel Denisot demande à Jean-Guy Wallem, tu connaîtrais personne qui pourrait prendre ta place? Et il souffle mon nom. Et derrière, je sais plus pourquoi, je me retrouve à Châteauroux, la veille de mon premier match de commentaire entre le Bayern et... c'était un Bayern-Dortmund, mon premier match. En plus. Et Michel Denisot, on est au Jardin d'Italie, là, chez Mimo, à Châteauroux. Et je lui dis merci de m'avoir fait confiance. Il me dit tu me diras merci quand tu auras fait ton premier match. Et donc il me connaissait, parce que Michel Denisot a été pendant 2 ans mon président aussi. Hein. Et donc, du coup, on se retrouve là. Je fais des essais avec Jean-Charles Sabatier. Et voilà. Je pense que dans mon rôle de consultant, j'ai un avant et un après avoir travaillé dans un staff. Okay. Entre Canal et Bein, j'ai mes périodes d'entraîneur adjoint à Bordeaux et à Wolfsburg. Et là, ça change complètement ma façon après de commenter. Notre binôme avec Jean-Charles, il est connu maintenant quasiment depuis 20 ans. Et Jean-Charles, c'est lui qui m'a formé pendant toutes ces années. C'est lui qui a cherché, parce qu'il est soucieux du détail, c'est lui qui a cherché à ce qu'on soit complémentaires, qu'à ce qu'on se comprenne, qu'on soit parfaite. Les règles étaient bien déterminées. C'est aussi à l'époque Canal, avec quelque chose qui est mis en place par, dans un premier temps, Charles Bietri, ensuite Michel Denisot, sur... Voilà, les rôles des uns et des autres, le rôle des consultants, de ne pas se marcher sur les pieds, de ne pas rentrer dans l'émotion, que l'émotion c'est pour le journaliste, le descriptif c'est pour le journaliste, le direct c'est pour le journaliste, les 30 derniers mètres c'est pour le journaliste, le consultant il n'a pas à parler, et ensuite les temps morts, les temps faibles, la touche, de prendre et surtout d'analyser. Mais d'analyser, pas d'être dans le descriptif, que ce que tout le monde voit devant sa télé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on commente avec un match avec Jean-Charles, dire voilà, il coupe la trajectoire au premier poteau, tout le monde le voit, tu n'as pas besoin d'un consultant. Par contre, d'expliquer pourquoi il part à tel moment, pourquoi les courses sont coordonnées, pourquoi il va chercher là, pourquoi il y a une mauvaise occupation de l'espace, pourquoi il y a une erreur, pourquoi il est mal aligné, je pense que c'est le rôle du consultant. Alors, en France, on dit un consultant. En Allemagne, la même chose, le même rôle, on considère ça comme un expert. Sauf que pour être un expert, il ne faut pas enfiler les perles et sortir des banalités. C'est-à-dire qu'il faut aussi pointer du doigt ou marquer, toucher du doigt, les erreurs qu'il y a des uns et des autres. Ça n'a rien à voir avec la personnalité, avec l'homme. C'est le joueur qui fait à ce moment-là une faute. Et s'il est conscient de sa performance et de ses erreurs, il verra qu'il voit exactement la même chose que moi. Un mauvais alignement, un positionnement des épaules, quelqu'un qui couvre à l'extérieur, qui permet à l'attaquant de lui passer devant et il ne reviendra jamais. Ça, c'est mon rôle. Et c'est mon rôle aussi de citer. Et j'ai toujours eu parce que j'avais cette méthode allemande, mais aussi anglaise. C'est-à-dire que c'est facile, pour ne pas recevoir un coup de fil de l'agent ou de la famille, de dire c'est une faute du latéral droit. Oui. Mais si tu dis c'est Alex Dupont qui s'est trompé parce qu'il est... ou Marc Dupont qui s'est trompé parce qu'il couvrait à l'extérieur, ce que tout le monde voit. Ouais. Là, tu prends cette responsabilité de dire et de pointer du doigt, mais parce que c'est le métier qui l'impose, c'est les obligations de consultant ou d'expert qui l'imposent. Et donc, du coup, j'ai complètement changé ma façon de commenter parce que quand j'étais avec Willy Sagnol ou quand j'étais avec Valérien Ismaël, je devais analyser les circuits préférentiels, les forces et faiblesses de l'adversaire, les zones de récupération, les zones de perte de balle, les zones presse et tout ça. Et donc, du coup... moi, quand je commente aujourd'hui, je commente plus comme mes débuts à Canal. C'est-à-dire que j'essaye tout de suite de voir la structure tactique, de voir aussi s'il y a des changements sur la structure, des structures différentes des semaines avant, pour pouvoir ensuite être, moi, dans ma zone de confort. Oui. Amener ensuite le téléspectateur à pas avoir le même match que moi, parce qu'il a ses émotions à lui, mais d'être le plus neutre, mais le plus objectif possible, mais de voir comment les entraîneurs agissent, réagissent, comment ils sont impactants, comment il y a le scénario A, le scénario B, comment il y a le positionnement, et voilà. Mais ça, je l'ai appris parce que mon travail à la vidéo, dans l'analytique des performances des Girondins ou des adversaires faisait que j'ai complètement changé.
Et donc tu l'as dit, tu fais une aventure à Bordeaux en tant qu'adjoint, une aventure à Wolfsburg. Et à l'été 2017, tu deviens consultant à Bein. Donc là, si j'ai bien compris, tu es bien meilleur maintenant à Bein que ce que tu étais à Canal. Grâce à ces expériences. Oui, puis il y a l'expérience de la vie. Aujourd'hui, oui, évidemment. J'ai jamais caché dans toutes mes interviews ou dans les documentaires que auxquels j'ai pu participer que j'ai eu aussi une période très difficile dans ma vie personnelle. Et donc du coup, il y a aussi le rapport à la vie et de l'importance de vivre chaque instant qui fait que mes commentaires sont aussi différents. Ton parcours de vie fait que tu changes aussi dans ton approche personnelle, dans le côté philosophique que tu peux avoir de moments clés ou de certains moments qui semblent évidents. Et donc du coup, pas que je sois devenu plus romantique, pas que je sois devenu, mais aujourd'hui, peut-être que dans mes commentaires aussi, j'étais peut-être moins en paix avec moi-même, j'étais peut-être plus virulent ou plus rentre-dedans encore. Aujourd'hui, quand j'analyse les faits, c'est que ma grille d'analyse, c'est que mes références à moi. Mais encore une fois, intellectuellement, il faut garder ce côté honnête, quoi. Moi, j'ai pas d'intérêt quand je commente un match à mettre en valeur un joueur plus qu'un autre parce que je connais son agent ou parce que voilà. Moi, j'ai aucun intérêt. Après, il y a une autre chose aussi où les joueurs n'ont pas le recul nécessaire. Leur argent, la famille, j'ai dit leur agent, n'ont pas le recul nécessaire. C'est que ça reste dans l'analyse de la performance de ce jour-là. Oui, bien sûr. C'est pas sur l'avantage qu'il y a avec le foot, c'est que comme tu joues tous les 3 jours, tu peux être bidon et vraiment très bidon sur un match et le match suivant, crever l'écran et être un des meilleurs. Ouais. Et moi, mon rôle, c'est de dire il est bidon et il est super fort en fonction du match. Et enfin, une dernière question pour finir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ? Est-ce que tu as des rêves sur Bein, de faire plus de matchs, des émissions, quelque chose que tu as envie de faire ? Non, aujourd'hui, par rapport à tout ce que j'ai connu, c'est d'abord la santé. Voilà, d'avoir un équilibre qui me permet d'être tranquille. Et ensuite, tu prends quelquefois les choses avec beaucoup de recul. Une rédaction de sport ressemble beaucoup à un vestiaire. Et donc, là où j'avais été pollué par les luttes de vestiaire, les luttes intestines, c'est ça que je cherchais, dans le vestiaire, se savoir sur le pouvoir, se savoir sur le talent, se savoir sur le travailleur. Eh bien, on peut le retrouver dans une rédaction de sport. C'est-à-dire que tu as ton joueur phare, ton Zidane, tu as ta clé de voûte de ta rédaction, tu as des joueurs qui sont en devenir, des joueurs qui sont issus du centre de formation, qui ont faim, qui sont ambitieux, tu as des joueurs qui ont... Tu as des journalistes qui ont une vingtaine d'années d'expérience, qui ont connu des grandes compétitions et qui sentent le vent derrière arriver dans la nuque, le souffle par un jeune loup. Et donc ça ressemble beaucoup. Sauf que là où je perdais beaucoup d'énergie négative dans un vestiaire de foot, par rapport à ce qui s'est passé, j'ai pas envie de le revivre dans le milieu professionnel maintenant. Je suis un privilégié. Je continue depuis tellement d'années de vivre de ma passion, de ce que j'aime, à savoir le foot, mais le foot pour le jeu. Et donc, du coup, cette année, j'ai fait la finale de la Cup à Wembley. J'ai eu la chance de commenter une demi-finale d'Euro. J'ai eu la chance de faire un quart de finale de Coupe du Monde. Je crois que j'ai fait 3 ou 4 Coupes du Monde maintenant. J'ai eu la chance de commenter des demi-finales de Ligue des Champions. Voilà, c'est le niveau que j'aurais voulu atteindre en tant que joueur. Mais j'avais pas ces qualités-là. Et donc, je continue de vivre ma carrière différemment par procuration. J'ai zéro nostalgie parce que l'évolution du foot moderne ne correspond pas forcément à ce que moi, j'avais comme idéaux quand j'étais gamin dans un vestiaire. Mais voilà, ce qui est intéressant aujourd'hui, et ça va être l'évolution du foot moderne, c'est de voir maintenant le football, c'est très simple. Quelquefois, les gens ou les entraîneurs le rendent compliqué, mais aujourd'hui, on est passé aussi au niveau du vocabulaire dans complètement autre chose, sur les systèmes hybrides, sur l'attaque du half space, sur un gardien qui est un sweeper plutôt qu'un gardien qui est un block shooter. Il y a plein de termes comme ça. Il y a l'évolution des entraîneurs modernes, il y a l'évolution aussi de la personnalité des joueurs. Il y a la mauvaise influence aussi des réseaux sociaux. Donc, du coup, le football que moi j'ai aimé. Et sans passer pour un boomer ou sans passer pour un mec à 50 ans et qui disait que le foot c'était mieux avant, j'adore le foot. J'adore le foot de très très haut niveau.
La Ligue des Champions, les Coupes du Monde, les Cannes, là où les meilleurs joueurs sont présents et que tu prends un pied pas possible et que tu as une vraie bataille tactique et que tu as un vrai projet de jeu où tu essayes d'imposer ton projet de jeu à l'adversaire. Aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de différences, tu calques ton projet de jeu sur celui parce que tu sais que tu es inférieur et donc tu vas réduire les espaces, tu vas avoir un bloc bas. Il y a des fois, certaines équipes en Ligue 1, à force de reculer, elles sont derrière leurs gardiens, quoi. Elles sont dans le cop des supporters. Donc aujourd'hui, voilà, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer à commenter, le plus longtemps possible la Bundesliga. J'ai montré ces dernières années que j'avais d'autres cordes à mon arc que la Bundesliga. C'est un enrichissement encore personnel. Le football africain est complètement différent et même l'approche et voilà dans les vestiaires sans rentrer dans les stéréotypes, mais vous voyez quand on voit tout le monde bloqué avec un casque, t'as l'impression qu'ils portent toute la misère du monde sur un gros match arrivé complètement soi-disant dans leur truc, dans leur machin, et que tu vois une CAN, l'équipe de Côte d'Ivoire, du Sénégal qui arrive et qui c'est là, ça sent ça respire la vie, c'est du foot, c'est du jeu quoi. Et donc là c'est pour retomber et pour finir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, la différence ne doit pas te faire peur. C'est un enrichissement. C'est pas parce que tu as gagné des Coupes du Monde, tu en as gagné 3 ou 4, que forcément aujourd'hui c'est adapté à la personnalité de tes joueurs aujourd'hui. Et donc je trouve toujours des côtés rafraîchissants. Voilà, j'avais bien aimé les Comores pendant la CAN, mais plein, j'ai plein d'exemples comme ça. Et ce qui est bien dans le foot, c'est qu'on n'est jamais à l'abri de très belles surprises et de très belles rencontres. Eh ben c'est super, merci Patrick. Au revoir à tous.